Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme tous les mercredis soirs. Question d'actu s'intéresse aujourd'hui aux mesures d'investissement en Algérie, les différents mécanismes mis en place pour rendre le marché algérien plus attractif. Parmi elles, la création de l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement venue remplacer l'ANDI. Quel rôle jouera-t-elle? Quelles sont ses prérogatives et comment compte-t-elle capter les investisseurs algériens et étrangers? L'APIC a hérité aussi des dossiers de l'ex-ANDI. Un véritable travail d'assainissement est en cours. Nous parlerons également de l'une des principales doléances des opérateurs économiques, la libération du foncier industriel et son aménagement. Des instructions ont été données justement hier par le président de la République lors du Conseil des ministres. Les relations algéro-italiennes au beau fixe, elles se renforcent même. L'axe Algérom se consolide à travers la signature de plusieurs accords de coopération à la faveur de la visite de la présidente du Conseil des ministres en visite à Alger cette semaine. Si le dossier énergétique est en train de s'afficher en priorité dans la coopération entre l'Algérie et l'Italie, d'autres secteurs offrent aussi un potentiel d'opportunités susceptibles de donner une nouvelle dimension à cette coopération. Ce sera notre deuxième thématique. Et enfin, nous terminerons sur un dossier qui touche nos enfants. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé l'organisation à compter de cette année un examen de mise à niveau pour les classes de fin de cycle primaire, lequel ne sera pas comptabilisé dans la moyenne de passage au cycle moyen et qui a pris de court les parents. Quel intérêt aura cette évaluation? Ce sera notre dernière thématique. Et nous accueillons pour notre premier thème donc lié à l'investissement Monsieur Omar Kesh, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, l'API, donc, qui vient remplacer l'ANDI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, comme je vous le disais, des mesures d'investissement en Algérie ont été mises en place à travers la loi de l'investissement, bien sûr. C'est dans ce cadre que nous avons tenté, ou que les pouvoirs publics tentent de réconcilier les opérateurs économiques de divers secteurs et l'acte d'investir et de créer de la richesse. Monsieur Kesh, c'est justement de nouveaux paradigmes qui ont été mis en place, de nouveaux dispositifs pour tenter de capter ces investisseurs, qu'ils soient algériens ou étrangers. Oui, donc il est très important de rappeler le contexte de cette nouvelle approche de l'investissement qui s'inscrit dans le cadre des réformes profondes qu'a engagé M. le Président de la République depuis le début de l'année 2020, dont l'objectif d'une création d'une économie dynamique, inclusive et résiliente pour atteindre cet objectif. Donc l'investissement, c'est un déterminant incontournable compte tenu de sa corrélation avec la croissance économique. La priorité est donnée à la relance économique. Ça fait partie des priorités du chef de l'État, on le sait. On parle d'un nouveau mode de gestion de l'économie aujourd'hui. Oui, exactement. Donc la relance de l'investissement repose sur un certain nombre de facteurs, de préalables, de prérequis. Donc citant notamment la sécurité au sens large, la stabilité politique, sociale et économique, ce qui a été déjà engagé par M. le Président de la République à travers l'édification des institutionnels, donc conformément à la Constitution de 2020. Il y a l'environnement économique à travers l'ensemble des réformes structurelles qu'a engagé le gouvernement pour des affaires plus sereins en Algérie. Il y a le cadre légal et réglementaire et juridique, plus précisément la sécurité, la pérennité aussi. Oui, la sécurité juridique à travers, c'est-à-dire pour la première fois, un texte au niveau à ce niveau, il est élaboré en même temps avec ces 8 textes d'application publiés au même numéro de journal
Donc on sent derrière une véritable volonté politique de vouloir assainir le climat des affaires en Algérie. Voilà, exactement. Donc il y a aussi un autre facteur, c'est la facilitation et la simplification des procédures, notamment à travers la numérisation. Donc c'est un préalable pour la réussite du processus de l'investissement. Ce gage de transparence qu'on veut proposer aujourd'hui. Nous avons aussi deux autres leviers. C'est l'accès comme vous l'avez déjà bien mentionné au début, c'est l'accès au foncier qui est l'un des leviers les plus importants pour relancer l'investissement. Il y a aussi l'accès au financement. C'est les leviers de l'investissement. Alors aujourd'hui, on vous l'avait bien dit, donc il y a eu un contexte dans lequel tout cela a été créé et mis en place. Donc l'API qui vient en remplacement de l'ANDI a aussi hérité de gros dossiers qui étaient en souffrance. Plusieurs dossiers ont été assainis, d'autres sont en cours, sont toujours bloqués. Quelles sont les raisons de ce blocage? Donnez-nous quelques chiffres si vous avez sur ce qui a été réalisé depuis, je rappelle, la création de l'API, en tout cas le remplacement par l'ANDI, depuis le 1er novembre 2022. La création, donc, c'est l'installation de l'agence. Donc là, il faut aussi rappeler la révision en profondeur de schéma organisationnel et dispositif de l'investissement. Donc la première révision, c'est de passer de l'ANDI à l'API, de passer de l'ANDI à l'API. Donc cette vision ou cette révision vise à la limitation du nombre d'intervenants dans l'acte d'investir et de rehausser aussi la tutelle de l'API, de l'agence, qui est devenue sous tutelle du Premier ministre, au lieu que ce soit sous tutelle du ministère de l'Industrie, qui est un département ministériel. Qu'est-ce que ça offre comme avantage aujourd'hui d'être sous la tutelle du Premier ministre? Oui, ça donne plus de force à l'agence, compte tenu de la transversalité de l'investissement. L'investissement, c'est transversal, il touche l'ensemble des départements ministériels, l'ensemble des secteurs. Donc tout est relié au Premier ministère, il y a peut-être des réponses plus rapides, il y a une force de frappe aussi plus importante. Oui, mais ça donne aussi un signal fort de l'importance que donnent les pouvoirs publics c'est pas à l'agence, mais à l'investissement, au dossier de l'investissement de manière générale. Donc aussi, de passer à l'ANDI à l'API, c'est un signal aussi fort pour qu'elle soit plus visible à l'international. Quand on parle algérienne, on s'intéresse, on fait appel aussi aux idiots. On s'ouvre davantage sur le monde. Oui. Le monde extérieur. C'est-à-dire pas de l'agence nationale à l'agence algérienne. Oui, exactement. Donc après cette reconfiguration, il y a aussi une nouveauté, c'est l'introduction de la numérisation de l'investissement avec la création de la plateforme numérique de l'investisseur. Donc c'est une révision en profondeur du dispositif, c'est-à-dire pour plus de transparence, pour plus de facilitation des procédures. Donc il y a aussi la création du guichet unique des grands projets. Là, on est rentré un peu dans le vif du sujet. On parle du nouveau rôle de l'API. Donc, il ne s'agit pas seulement de passer de l'ANDI à l'API, un véritable changement, un véritable schéma organisationnel qui a été mis en place. On parle beaucoup donc de facilitation, de plus de clarté, plus de transparence à travers la numérisation. Vous venez de parler de cette plateforme. On va encore en parler tout à l'heure de cette plateforme. Mais de quels moyens aussi dispose l'API justement pour rendre l'investissement... Enfin, aujourd'hui, votre rôle, c'est d'attirer le plus d'investisseurs. Donc aujourd'hui, de quels moyens disposez-vous? Donc l'État met à la disposition de l'agence tous les moyens. Donc on est en train d'installer les guichets décentralisés au niveau des 58 wilayas. Donc une présence sur l'ensemble du territoire national.
Si l'État a mis à notre disposition les moyens financiers et les moyens aussi humains nécessaires pour pouvoir accomplir cette mission. Aussi, nous travaillons en étroite collaboration pour la promotion de l'investissement à l'étranger, en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères qui a mis à notre disposition aussi... Parce qu'il est important de vulgariser, d'informer sur cette nouvelle loi de l'investissement, sur les possibilités et sur votre travail également. Vous parlez tout à l'heure du guichet unique, c'est important, guichet unique également pour les grands projets. Tout sera réglé au niveau de ce guichet unique. Cela aidera à freiner, on va dire, en tout cas, la bureaucratie. C'est le rôle principal de ce guichet. Donc c'est l'objectif d'ailleurs de la création de guichet unique. Donc il est censé être le seul interlocuteur de l'investisseur. Donc il est appelé à donner toutes les réponses aux investisseurs. C'est-à-dire, expliquez-moi, aujourd'hui je suis un opérateur économique, je viens à votre niveau pour m'enregistrer. Bon, déjà on peut s'enregistrer au niveau de la plateforme. Est-ce qu'on retrouve tous les secteurs au niveau du guichet unique? Nous n'avons pas à passer par les autres structures, ministères. Comment ça se passe? Il y a tous les secteurs qui ont un lien direct avec l'acte d'investir sont représentés au niveau du guichet unique. Commençons par les secteurs qui sont concernés par la création d'entreprises. C'est par exemple le service de registre de commerce, le ministère du Commerce, le registre de commerce, le Centre national du registre de commerce. Nous avons aussi l'administration fiscale qui est représentée au niveau du guichet unique. Nous avons aussi les services d'urbanisme au sujet des permis de construire. Donc nous n'avons pas besoin de passer par les collectivités locales pour l'obtention du permis de construire, ce sera au niveau du guichet? L'opérateur, il a un seul interlocuteur, un seul interlocuteur, c'est le guichet unique. Donc derrière cette vitrine, c'est à nous de régler, c'est-à-dire c'est le but de créer le guichet unique, c'est pour éviter le va-et-vient de l'opérateur d'une administration à une autre. Est-ce qu'on prend en charge toutes les procédures? On sait que par exemple l'obtention du permis de construire est un des freins aujourd'hui qui revient le plus chez les opérateurs économiques. Est-ce que pour le règlement de ce permis de construire, cela relève de vos compétences ou est-ce que cela se fait en coordination avec les autres? Là, on est chargé de faire les procédures à la place de l'opérateur. Très bien. Ça ne veut pas dire qu'on est compétent à délivrer. C'est-à-dire on est là... c'est vous qui êtes en relation avec les différentes... Donc il y a aussi là un travail énorme qui est en train de se faire au niveau du ministère de l'Habitat pour numériser la procédure d'obtention de permis de construire. Cette procédure, elle va être interconnectée avec notre plateforme. Donc, ça va. Donc, cette procédure, dans le moyen terme, elle va être complètement dématérialisée. Est-ce que vous avez fixé des délais pour rendre des réponses à l'opérateur ou tout dépendra justement des autres procédures en cours? Oui. Donc, on a commencé déjà à élaborer des manuels de procédure avec l'ensemble des secteurs concernés par les procédures de l'investissement, de l'acte d'investissement. Donc, on est en train de détecter les goulots d'étranglement pour régler tout ça. Donc, les délais, ça dépend, tout dépend de dossiers. Les dossiers... s'il est complet, s'il est viable... Il y a des dossiers qui demandent des études d'impact, il y a sur l'environnement, il y a
des dossiers qui demandent des études de danger, etc. Il y a des dossiers très simples. Donc, la durée d'obtention diffère dépendra d'un dossier à un autre. Et pour les guichets uniques concernant les grands investissements qui dépassent un certain montant, qu'est-ce qui va changer? Pourquoi est-ce qu'il y a un guichet unique consacré justement à ces projets? D'ailleurs, le guichet des grands projets et des projets des investissements étrangers, il a été créé dans le but de donner un traitement particulier à ces projets. Parce qu'on vise des projets qui créent de la richesse et de l'emploi. Qui créent la richesse, de l'emploi, c'est des projets porteurs. Donc, on a centralisé la gestion des grands projets, d'ailleurs, en plus de la numérisation, mais c'est pour accorder un traitement particulier à ce type de projet. Alors, concernant la plateforme numérique justement de l'investisseur, elle a pour objectif, vous le disiez, de simplifier et de faciliter le processus de création des entreprises. Aujourd'hui, elle fonctionne, elle est en marche. Tout se fait via la numérisation. Elle marche graduellement, donc on est dans le déploiement au niveau de la première phase. Donc, c'est un projet très ambitieux, c'est un projet d'envergure. Repose sur l'interconnexion des autres systèmes. Donc, il dépend des autres systèmes. Donc, pour la première phase, on a commencé déjà l'enregistrement via la plateforme. Donc, on commence les opérateurs peuvent s'enregistrer via la plateforme invest.gov.dz. Donc, elle est opérationnelle, vous pouvez même vérifier. Donc, mais pour la première phase. Pour la première. Donc, il y a une amélioration au fur et à mesure. Donc, il y a une étroite collaboration avec les autres systèmes d'information parce qu'elle doit être relayée et interconnectée avec l'ensemble des départements et l'ensemble des institutions en lien avec la procédure de l'investissement. Mais le projet avance très bien. Donc, il y a un prestataire qui est en train d'améliorer, de développer la plateforme. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, quand un opérateur économique étranger ou bien que ce soit algérien a besoin d'avoir accès à certaines données, est-ce qu'aujourd'hui l'accès à l'information est possible chez nous? Donc, à travers quel mécanisme? Est-ce que c'est un portail ou est-ce que c'est... Oui, donc la plateforme numérique, donc... Premièrement, le premier rôle de la plateforme numérique, c'est un portail informationnel. Donc, elle est censée de donner toute l'information sur les potentialités, sur les opportunités d'investissement, sur les modalités, sur les incitations, toute la procédure, etc. Donc, toute l'information doit être... elle est visible sur le portail, sur la plateforme? Non, on a commencé déjà. Vous avez commencé. Vient d'être installé. Oui. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire en collaboration avec l'ensemble des départements ministériels qui sont en train de nous Parce qu'il faut faire aussi un inventaire des opportunités d'investissement, savoir vers quoi on veut aller, vers quoi, quel secteur privilégier. Exactement. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire avec le concours du ministère de l'Intérieur à travers les walis. Oui. Donc, on est en train de recenser toutes les opportunités, les potentialités, les opportunités d'investissement, même des avantages comparatifs par secteur. Et on va les mettre, donc, un contenu de qualité à l'image de ce qu'elle recèle le pays comme avantage et va être mis sur la plateforme. En attendant que ce soit sur la toile, vous faites aujourd'hui des séances ou des rencontres avec les opérateurs économiques. Vous êtes présent sur le terrain. C'est important d'aller à la rencontre des investisseurs et de connaître leurs problèmes, leurs doléances? Oui, exactement. Donc, nous avons, depuis l'installation, effectué plusieurs journées d'études. On a organisé plusieurs journées d'études de vulgarisation à travers le territoire national. Donc, on a commencé par des rencontres régionales et puis maintenant, on a d'ailleurs avant-hier, on a fait
journée de vulgarisation au niveau de la wilaya de Stif. Dans 3 jours, on va se retrouver dans la wilaya de Bel Abbas aussi donc on a programmé une autre façon de vulgariser la loi. Donc c'est pas de manière classique des conférences et des interventions, mais beaucoup plus une concertation directe avec un échange direct avec les opérateurs économiques qui va nous permettre par la suite aussi d'améliorer notre prestation. Et quelles sont les principales doléances aujourd'hui rencontrées par les principaux problèmes, on va dire, rencontrés par les opérateurs économiques? Les principaux problèmes rencontrés par les opérateurs sont malheureusement, oui, malheureusement, ils sont connus. Ils sont principalement liés par rapport aux procédures. Donc à la bureaucratie. Par la bureaucratie. Donc on est en train de lutter contre cette bureaucratie. Donc la création de guichets uniques permet de limiter les intervenants. Voilà, exactement, et limiter le nombre, comme on l'avait déjà dit. Il y a aussi le problème de foncier. Le problème de foncier avec tous les problèmes qui viennent Alors justement, à ce propos, une réunion du Conseil des ministres a été consacrée hier à un projet de loi relatif aux conditions et modalités d'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'État. Le président a ordonné la révision et l'enrichissement du projet de loi en tenant compte de plusieurs orientations. Vous les avez parcourues, vous les connaissez. Aujourd'hui, pour relancer le secteur économique, il faut assainir le foncier. C'est une des principales mesures qui doit être introduite et qui doit être prise. Non, raison par laquelle Monsieur le Président de la République a insisté sur Donc il y a vraiment un diagnostic qui a été fait sur la situation. Donc on sait très bien la solution. Oui. Il devait y avoir déjà recensement de tout le foncier. Et aujourd'hui, est-ce que c'est l'API qui devra attribuer ces concessions aux opérateurs? De qui cela va-t-il relever? Vous serez toujours cet intermédiaire avec les autres institutions? Pas anticiper les dispositions de la nouvelle loi, mais certainement, c'est la loi de l'investissement qui prévoit que l'API participe à l'octroi du foncier d'une manière ou d'une autre. Du moment où toute la stratégie de l'investissement, toutes les procédures se tournent au niveau de l'API. Donc elle a un rôle central elle aura un rôle central dans l'attribution du foncier. Premièrement, par l'information sur la disponibilité foncière au niveau de la plateforme. Donc ça, c'est une première. Donc il y a toute la transparence derrière. Donc ce qui est visé par ça, c'est de rendre cette procédure plus transparente. Donc, et éviter tout ce qui s'est fait par le passé, on le sait. Il y a l'obligation, Monsieur le Président de la République a insisté hier, sur l'obligation de passer à la numérisation. Et à la publication de l'offre foncière sur la plateforme de l'investisseur. Donc, il y aura on participera aussi sur l'examen de l'opportunité, donc le choix. Donc, c'est une ressource non renouvelable, donc il faut qu'on rationalise, à préserver. Donc, on va l'orienter vers Donc l'API, elle compte orienter les investissements des entreprises selon une approche territoriale, comme cela a été dit d'ailleurs lors du Conseil des ministres, en prenant les spécificités de chaque région. Donc, les objectifs sont déjà au préalable fixés par la loi sur l'investissement. Donc, elle vise à développer les secteurs porteurs de richesse et de valeur à haute valeur ajoutée.
Donc, Mais est-ce que ce sera à vous de définir dans quelle zone ou dans quelle région tel ou tel projet, ou est-ce qu'il faudrait attendre l'inventaire de tous les départements? L'examen de l'opportunité tient en compte de plusieurs facteurs, de plusieurs critères. Premièrement, il y a comme j'ai dit, les critères ou les objectifs globaux qui sont déjà fixés par la loi sur l'investissement. Donc, il y a un développement territorial équilibré. Il y a aussi le développement des secteurs stratégiques, porteurs de création de richesses et de création des emplois pérennes. Donc, il y a certaines zones à faire peut-être bénéficier davantage, comme les hauts plateaux, le sud, voilà, sont prioritaires. Tout ça a été déjà défini par la loi sur l'investissement. Ça a été déjà défini par les régimes d'incitation. Donc, nous avons... Aujourd'hui, c'est passer à l'action, en fait, qui est demandé. Je reviens à une première question que je vous avais posée tout à l'heure. Donc, la API qui hérite des dossiers de l'ex-Andi, où est-ce que ça en est aujourd'hui? Vous gérez combien de dossiers? Quel est le nombre? On sait qu'il y a eu un médiateur pour gérer tous les dossiers bloqués. Vous, cela ne dépend pas donc du médiateur de la République. Vous avez vos dossiers à vous à gérer. Oui, donc nous gérons les dossiers gérés auparavant par l'Andi. Donc il y a tout un portefeuille des projets en cours de réalisation. On a un nombre, un chiffre sur ce nombre d'entreprises? Oui, c'est un chiffre important. Je vous donne le chiffre, c'est plus de 9000 dossiers vivants. Donc, inscrits ou réalisés. 9000 dossiers. Plus de 9000 dossiers, exactement 9392 dossiers. Oui. Et leur assainissement dépend de l'API. C'est pas l'assainissement, c'est le suivi. Le suivi. Le suivi. Donc, il y a des catégories de projets. Il y a des projets qui enregistrent un taux d'avancement appréciable. Donc alors justement, vous parlez du taux d'avancement, on n'a pas parlé d'une question, c'est sur la limitation des prorogations. La nouvelle loi le définit, mais ces dossiers-là dépendent de l'ancienne loi et non de la nouvelle loi. Et alors, quel régime vont-ils avoir? Est-ce que les prorogations vont se poursuivre ou tout dépendra de l'état d'avancement du projet? Donc, les projets restent gérés par les lois sur lesquelles sont enregistrés. Mais on ne limitait pas les prorogations dans l'ancienne loi? Ça, on ne limitait pas, mais ce n'était pas systématique. C'est laissé à l'appréciation de l'agence? Oui, c'est laissé à l'appréciation quand on dit que l'opérateur ou le projet, l'investissement, après la durée de réalisation peut bénéficier de prorogation. Ça ne veut pas dire qu'elle est systématique. Donc, il y a des critères à respecter. Donc il y a une procédure qui a été arrêtée c'est pas pour assainir, mais beaucoup plus pour accompagner les promoteurs à achever leur projet, pour entrer à l'exploitation. Pourquoi? Parce que c'est par équité fiscale. Donc, nous avons des projets qui ont bénéficié d'une infinité de prorogations, or que la nouvelle loi limite à une seule fois. C'est vrai que la nouvelle loi a pris en considération la principale contrainte qui empêchait la réalisation à temps, c'est le permis de construire. Parce que la nouvelle loi... Ce sera à partir de l'attribution... À partir de l'obtention de permis, quand le compte à rebours commence à... On arrive un peu à la fin de cet entretien. Je vous poserai une dernière question. Est-ce que depuis l'installation de la API, vous avez enregistré une adhésion, des résultats? Oui... Effectivement, donc j'ai le bilan qui est vraiment très satisfaisant pour nous. Encourageant. Parce que il y a vraiment un engouement enregistré
Donc, au niveau des investisseurs, locaux ou étrangers? Les deux. On a un chiffre? Oui, je peux vous donner un chiffre. Donc, depuis le 1er novembre, la première entrée en vigueur de la nouvelle loi jusqu'au 19 janvier 2023, nous avons enregistré 852, ça fait 3-4 jours, on a donné un autre chiffre pour vous ça évolue. montrer que ça évolue. Donc il y a toujours aussi d'autres projets qui sont à l'examen au niveau des guichets uniques. Donc 852 projets enregistrés, donc algériens et étrangers. D'accord. Combien d'étrangers? Dans 31 projets qui ont été enregistrés au niveau des guichets du grand projet. Nous avons des IDIE, donc 10 projets dans quel secteur? Étrangers, plusieurs secteurs. Donc plusieurs secteurs. Si vous voulez des détails, on a les détails. Il nous reste 2 ou 3 minutes, donc, nous avons plusieurs secteurs, donc, principalement dans l'industrie. Nous avons un projet structurant, en plus des projets, EDIE, nous avons aussi 14 projets en partenariat. Donc, en tout, il y a 14 et 10, 24 projets impliquant des grands projets, des étrangers, plusieurs nationalités, si vous voulez. Nous avons des Chinois, des Jordaniens, des Syriens, des Égyptiens. Nous avons un projet. Vous dites l'industrie, de quelle industrie? Agroalimentaire, pharmaceutique. Il y a le pharma, oui. Il y a le pharma. Bon, pour la chimie, l'industrie, la sidérurgie, le métallique, nous avons aussi l'agroalimentaire, nous avons aussi l'industrie du bois, liège, textile. Donc il y a plusieurs secteurs. Nous avons aussi plusieurs dossiers qui sont en phase d'examen. Donc, si on aura l'occasion, dans 4 jours, on va vous donner un autre chiffre. Donc, pour dire qu'il y a un intérêt quand même qui est porté. Donc il y a une adhésion aussi. Il y a une adhésion des opérateurs économiques. Il y a une confiance qui s'installe. Il y a une confiance qui s'installe dans le nouveau système. Merci beaucoup, Monsieur Amalkesh. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir éclairé donc sur le rôle de l'AAPI, de tout ce qu'elle est en train d'entreprendre pour capter donc ces investisseurs algériens et étrangers. Nous allons passer à notre deuxième thématique, les relations algéro-italiennes. La visite de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil des ministres, s'inscrit dans la continuité de la dynamique des relations bilatérales ouvertes par le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération liant les deux pays. Le choix de l'Algérie pour son premier voyage dans la région témoigne de la solidité et de la profondeur des liens unissant les deux pays. Plusieurs accords de coopération ont été signés. Je vous propose de regarder ce sujet. On revient juste après pour le débat. Le choix de l'Algérie comme première étape de la visite de Giorgia Meloni en Afrique du Nord n'est pas fortuit, de l'aveu même de la présidente du Conseil des ministres italien. Son déplacement de 2 jours à Alger intervient à l'occasion du 20e anniversaire du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération entre les deux pays et montre, si besoin est, l'importance de l'Algérie comme partenaire fiable et important sur le plan stratégique. D'ailleurs, sa visite a été fructueuse à plus d'un titre. Elle a été couronnée par la signature de 4 mémorandums d'entente et de coopération portant sur l'amélioration des réseaux de raccordement énergétique pour une transition énergétique durable, la coopération technologique pour la réduction du torchage de gaz et autres techniques de réduction des émissions, la coopération dans le domaine des activités spatiales à des fins pacifiques et la coopération entre le Conseil du renouveau économique algérien CREA et la Confédération économique et industrielle italienne. À cette occasion, le président de la République a salué le niveau et la qualité des relations bilatérales enregistrées notamment ces dernières années, d'autant que le niveau des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie est passé de 8 milliards de dollars en 2021 à 16 milliards de dollars. Il a par ailleurs mis en avant l'importance du nouveau projet de gazoduc entre l'Algérie et l'Italie, précisant que cette infrastructure qui permettra à l'Algérie d'exporter l'électricité, l'ammoniac et l'hydrogène sera réalisée en peu de temps et érigera l'Italie en hub de distribution de ses produits énergétiques vers l'Europe. Concernant la fabrication des véhicules de la marque italienne Fiat, qui relève du groupe Stellantis en Algérie,
Le président de la République a annoncé que le lancement des opérations de fabrication et de commercialisation se fera dès le mois de mars prochain. Sur le plan international, les deux pays ont souligné leur convergence de vues autour de la nécessité d'œuvrer ensemble afin de contribuer à l'instauration de la sécurité et de la paix dans la région méditerranéenne et un grand rapprochement des visions autour des questions régionales. À ce propos, l'Algérie a salué la position positive et pondérée de l'Italie, prônant une solution juste pour la question sahraoui. De son côté, la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, a souligné la volonté de son pays de renforcer la coopération dans les domaines énergétiques, économiques, culturels et politiques, indiquant que l'Italie souhaite concrétiser avec l'Algérie un partenariat permettant aux deux pays de réaliser davantage de croissance et de développement, d'établir des passerelles entre les deux rives de la Méditerranée et de contribuer à la stabilité dans la région. La responsable italienne a par ailleurs estimé que dans le contexte de la crise énergétique que traverse l'Europe, l'Algérie peut devenir un leader au niveau africain et mondial dans le domaine de l'énergie. Et pour parler des relations algéro-italiennes, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Mostafa Mekidesh. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté. Nouveau format. 90 minutes avec 3 thématiques. Voilà. Merci à vous d'avoir répondu présent. Vous êtes expert, vous êtes économiste et expert des questions énergétiques. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Et nous avons avec nous Mohamed Hachi, notre consultant en économie. Merci d'être également avec nous ce soir. Alors, les relations algéro-italiennes sont historiques, on le sait. Aujourd'hui, le choix de l'Algérie comme premier voyage de la présidente du Conseil des ministres italienne en Algérie prouve ou témoigne de la solidité des liens unissant les deux pays. Il y a eu un balai diplomatique ces 2 dernières années du président italien, de l'ancien président du Conseil des ministres, elle à présent. Donc on a vu quand même. C'est d'autant plus significatif qu'il y a eu changement de majorité politique. Oui. C'est-à-dire, c'est plus. Ça n'a pas eu d'impact finalement sur. Au contraire, c'est-à-dire que finalement cet accord stratégique résiste au changement, à l'alternance politique en tout cas en Italie. Ça témoigne de quoi? Ça témoigne, si vous voulez, qu'il y a donc des socles puissants, à la fois rétrospectivement, on va le voir, si vous me donnez le temps, et prospectivement. Rétrospectivement, c'est attaché, donc c'est le 20e anniversaire donc du traité de bon, c'est ça, donc de l'accord stratégique signé, donc ce qui témoigne de la solidité de cet accord. Mais si on veut aller plus loin encore historiquement, donc on peut relier ça donc au soutien qu'a apporté feu Enrico Mattei donc aux négociations, aux équipes de négociation algériennes lors des accords d'Évian et puis ça l'appui qu'il a apporté. Donc tout ça donc finalement donne un socle socle à ces accords stratégiques. Et puis aussi avec une vision prospective parce que donc on a vu donc les accords qui ont été signés portent sur des perspectives de 20 à 30 ans, puisqu'on rentre dans les accords relatifs à la transition énergétique et aux énergies renouvelables, qui eux sont dans un champ temporel beaucoup plus loin. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc ce qui marque tout l'intérêt pour lequel donc la première ministre italienne donc a considéré que l'Algérie c'est l'axe, si vous voulez, une priorité à la fois dans le Maghreb mais aussi en Afrique. Alors finalement, l'axe Algérom, se renforce. Il est historique, comme vient de le rappeler M. Mekidesh, pour remonter jusqu'à Mattei. Aujourd'hui, ce choix de destination de l'Algérie, c'est un signal fort aussi. Oui, c'est un signal fort. Et puis l'Algérie, elle bénéficie de son rôle pivot. Dans la région. Dans la région, la rive sud de la Méditerranée. Et l'Italie est l'un des partenaires importants de l'Algérie, un partenaire historique, comme vous l'avez bien souligné. Et c'est un partenaire aussi qui a besoin de l'Algérie, surtout dans un contexte géopolitique, de crise énergétique, et surtout de bouleversement. En termes des échanges économiques aussi, en termes même de déstabilisation des chaînes de valeur mondiales. Donc nous sommes, depuis maintenant une dizaine d'années déjà, nous sommes dans le nouveau concept de raccourcissement des chaînes de valeur, c'est-à-dire
passage aux chaînes de valeur régionales. Cela veut dire que les pays, non seulement l'Italie, mais les pays de l'Union européenne notamment, veulent un peu cibler des marchés dans la rive sud de la Méditerranée. Et là, l'Algérie, elle a un rôle pivot, elle a un rôle stratégique. Elle a les cartes en main. Elle a les cartes en main, effectivement, c'est la porte de l'Afrique. Et puis, elle offre beaucoup d'avantages compétitifs pour des entreprises italiennes, mais toutes les entreprises européennes aussi, qui veulent justement s'inscrire dans, effectivement, les relocalisations. Justement, surtout la crise de Covid, elle a accéléré ce processus de raccourcissement des chaînes de valeur mondiales pour les positionner dans des espaces régionaux. Et là, l'Algérie, justement, doit en profiter. Doit saisir cette chance. C'est une opportunité aujourd'hui que l'Algérie doit saisir. Outre le secteur énergétique, on va en parler, mais il y a aussi d'autres opportunités d'investissement en Algérie qu'il faudrait développer. Juste 2 chiffres pour dire qu'elle l'a déjà saisi. Vous savez que l'Eni, qui est devenu de pétrolier, il est devenu un acteur énergétique, y compris dans le renouvelable et dans la protection de l'environnement, vend annuellement, le groupe Eni, vend annuellement 65 milliards de gaz à ses clients. Et ces 24 milliards proviennent de l'Algérie, c'est-à-dire entre 40 à 45% de ces ventes proviennent du gaz qui provient de l'Algérie. Ça signifie que c'est une relation forte et qui est appelée d'ailleurs, le président de la République l'a rappelé en disant la volonté d'augmenter les niveaux d'exportation. Ils peuvent aller à 50 ou même, voire même dépasser 50. Nous sommes à 25, je pense, 26 milliards. On est à 24 milliards, déjà atteint, disons, comme chiffre d'exportation par la Sonatrach. C'est ça, c'est absolument. Donc, entre 2021, 2020 et 2022, on a exporté beaucoup plus de gaz naturel vers l'Italie. Alors, ça signifie, ça c'est pour l'aspect concernant les sources d'énergie traditionnelles. Mais il y a les autres sources d'énergie, parce que lorsqu'on envisage non plus le GALCI, mais le GALCI, ce que j'appelle moi le GALCI plus. Pourquoi le premier plus? C'est il y ait de l'ammoniac, mais aussi de l'hydrogène. Et le gaz. Ça va pas être le nouveau projet qui a été acté par la signature du contrat entre Sonatrach et l'Eni porte sur des visions de très long terme. Parce que pour mettre en place des infrastructures de production et de transport d'hydrogène, en Algérie préparer que l'Italie prépare le hub, parce que l'Algérie considère pour l'Europe c'est le hub qui va être pas uniquement pour le gaz naturel, c'est déjà acté depuis 2 décennies au moins ou plus. Mais pour d'autres sources d'énergie, qui est l'ammoniac. L'Algérie est un grand producteur d'ammoniac, mais aussi de l'autre vecteur énergétique qui est de demain, qui est l'hydrogène. L'hydrogène vert. Mais à ce moment-là, il faudrait aussi que l'Algérie passe à cette transition énergétique, parce que l'hydrogène vert, c'est aussi la production d'électricité à partir d'énergie verte. Tout à fait. Nous devons passer vers cette transition. Oui, mais je pense que de ce point de vue-là, l'Algérie s'est préparée. Il y a eu même une étude qu'on gagnerait à connaître, c'est celle qui a été faite par les Allemands, c'est une étude exploratoire, ils l'appellent en anglais Power to X, c'est-à-dire partir de l'énergie vers d'autres sources, et qui est une étude extrêmement intéressante qui a été faite par GIZ à la demande du secteur algérien des énergies renouvelables, mais aussi du secteur algérien de l'énergie et des mines. Et c'est une étude extrêmement intéressante de 110 pages où toutes les options sont ouvertes, et il y a à partir, si vous voulez, de cela, on peut considérer que l'Algérie met en place, si vous voulez, les éléments pour l'hydrogène vert dont vous avez parlé, qui est, je vous le rappelle, la production par électrolyse de l'eau, de l'hydrogène à partir de l'électricité photovoltaïque. Et qui serait à moindre coût, selon les spécialistes. Mais ceci dit, avec un bémol quand même, il faut que ce soit inséré dans un modèle économique qui soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit on peut profiter de l'expérience ou développer davantage la coopération, notamment pour le transfert de savoir-faire, et tout ça, pour développer toute cette industrie. Oui, mais vous serez étonné du nombre d'études qui ont été réalisées par la communauté universitaire. Je lisais un travail qui a été fait par l'université de Ouargla sur ces questions-là.
là. Donc déjà, si vous voulez, il y a une impulsion qui vient aussi de la communauté universitaire. Oui. Et ce n'est pas mon ami qui va me contredire. Oui. Alors le niveau des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie est passé de 8 milliards de dollars en 2021 à 16 milliards de dollars, ce qui se veut un indicateur de rapprochement, mais on pourrait développer davantage encore. Oui, d'autant plus que cette relation s'inscrit dans un cadre stratégique. Stratégique, même qui dit stratégique, dit de long terme. Oui. Parce qu'il faut rappeler une chose, que le gaz s'avère, je dirais, incontournable. Même la COP26 à considérer le gaz comme une ressource énergétique de transition d'ici au moins 2050. Donc cela veut dire que l'Algérie compte beaucoup pour l'Italie et pour l'Europe aussi en termes de gaz. Il y a la géopolitique des gazoducs maintenant, et ces gazoducs justement en perspective vont jouer un rôle très important pour renforcer davantage cette relation et diversifier la relation. Ce qu'elle a besoin, l'Algérie actuellement, c'est la diversification de son économie. L'économie italienne est une économie très diversifiée. C'est une économie à très fort potentiel d'exportation. C'est 200 000 entreprises exportatrices. 200 000. Et c'est 480 milliards d'euros d'exportation en 2020. Et avec 63 milliards d'euros de solde positif de sa balance de paiement. D'ailleurs, on dit que c'est parmi les pays européens qui a eu le plus de résilience, on va dire, durant la crise de Covid, parce qu'elle s'est appuyée... Elle n'a pas été aidée suffisamment par l'Union européenne. D'ailleurs, c'est l'un des points qui est de désaccord, de friction en tout cas au sein de l'Union européenne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, l'Italie, sur d'autres secteurs, a fait, si vous voulez, a basculé dans le développement à partir d'une partie de son économie qui était informelle. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'expertise en la matière qui peut être utilisée par l'Algérie pour pouvoir... Donc déjà, on le prend en exemple, et on doit s'en inspirer justement parce qu'il y a aussi un tissu de PME qui est important et qui pourrait s'adapter à notre économie. Justement, nous avons besoin de cette expérience. Et d'ailleurs, il y a même des pays européens qui se sont inspirés de cette expérience de district industriel, de cluster, ce qu'on appelle l'organisation territorialisée de la production, ou bien les systèmes productifs territorialisés. Et c'est spécialisé selon les régions, très bien, effectivement. Il y a une forte spécialisation et concentration territoriale des activités industrielles, des activités agricoles, transformation agricole, l'agroalimentaire, surtout dans le textile, même dans les technologies. Et justement, l'expérience italienne en la matière était défiante parce que, avec un paradigme à un certain moment qui est beaucoup plus basé sur la grande entreprise, c'est-à-dire ce qu'on appelle la production de masse basée sur la grande entreprise, c'est vrai que c'est un modèle très important, mais l'Italie s'est basée beaucoup plus sur la PME, PMI, mais avec un système d'organisation territorialisé et la création d'un réseau d'entreprises qui crée elle-même une valeur localisée. C'est-à-dire, il y a des chaînes de valeur mondiales et des chaînes de valeur locales. Et c'est ces chaînes de valeur au niveau local et au niveau territorial qui font porter toutes ces petites entreprises et toutes ces moyennes aussi. Et à partir de là, il y a un travail de co-compétition, c'est-à-dire au lieu de se livrer une compétition ou bien une concurrence, il y a des externalités positives qui sont dégagées par ce tissu. C'est tout un tissu et qui fait porter ces entreprises en termes d'abord de mutualisation des moyens, même de la recherche et développement et d'utilisation des technologies. Par la suite, c'est avec même ce système, c'est-à-dire de solidarité de petites entreprises qu'ils ont ciblé les marchés à l'étranger. C'est de cela que nous devons tirer profit. Ce que tu dis est très important parce que justement l'Italie était en retard sur le plan industriel et c'est ce type d'intégration qu'elle a pu réussir entre l'Allemagne et l'Italie par exemple, où les grands groupes industriels allemands, que ce soit dans les industries mécaniques, que ce soit dans même les industries militaires, ont délocalisé en Italie
donc des parties de production, et puis ensuite, donc, les Italiens ont pu développer leur propre know-how à partir de cette délocalisation qui a été extrêmement positive. Et je pense qu'avec l'Italie, à la fois sur le plan de l'agroalimentaire, le président en a parlé, mais également dans la mécanique, je pense que dans ces filières, les intégrations que l'on poursuit, nous, en Algérie, donc pour arriver à 30, 50, 40, et puis ensuite 60%, donc peuvent être menées avec succès avec un partenaire italien qui lui donc, a l'expérience de ce type de, si vous voulez, de mutualisation des PME pour pouvoir donc intégrer donc des productions industrielles dans des valeurs internationales, dans les chaînes de valeur internationales. Je rappelle qu'il y a un protocole de partenariat qui a été signé entre le Conseil du renouveau économique algérien, donc le CREA, et la Confédération économique et industrielle italienne, qui devrait favoriser des partenariats de ce qu'on appelle de colocalisation pour une réelle intégration économique. Absolument. Et il y a les secteurs comme l'agriculture, l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, l'industrie pharmaceutique et le tourisme. C'est aussi, ça confirme un peu le grand intérêt donné au renforcement de la coopération économique. Il y a eu des délégations de part et d'autre qui sont venues. Il y en a une en ce moment encore en Italie. Ça marque un peu un tournant vers un nouveau modèle de coopération plus renforcé qui va plus loin et pas uniquement basé sur le secteur énergétique. Et d'ailleurs, la Première ministre parle, si vous voulez, de l'approche Mattei, c'est-à-dire que donc elle rejoint, donc, si vous voulez, ce qui est quand même assez curieux, mais ça témoigne, si vous voulez, de l'esprit italien. Mattei, qui est une personnalité de gauche, qui était dans l'énergie, qui est de la droite, si vous voulez, ont la même vision sur le plan du co-développement, et notamment la question migratoire liée au fait d'aider donc les pays africains, notamment les pays y compris les pays donc du Maghreb, à avoir un développement industriel décentralisé au niveau de leur pays, de sorte qu'ils n'exportent pas les matières premières pour importer des produits finis, donc avec tout ce que, mais de pouvoir donc les aider à développer leur propre paradigme industriel. Et ça, à mon avis, c'est une démarche qui est politiquement, si vous voulez, bien claire dans les accords stratégiques qui ont été signés, pas uniquement dans l'énergie, mais également dans l'industrie et dans les autres filières. Mohamed Hacher. Effectivement, donc on a beaucoup c'est-à-dire de secteurs susceptibles d'être développés en jointe venture, c'est-à-dire en société mixte avec des entreprises italiennes. L'identification des secteurs, je pense les opérateurs, avec même la logique commerciale et la logique de marché, vont identifier les activités, les branches à grande valeur ajoutée. Donc c'est cette vision justement de partage d'une valeur. L'Algérie offre aussi un certain nombre d'avantages compétitifs. Parce que si on revient à la réussite des districts industriels italiens, donc c'est parce qu'il y avait des avantages compétitifs internes à l'entreprise, donc leur capacité d'organisation, leur capacité de créer de l'innovation, mais aussi des avantages compétitifs externes. Pour l'Algérie, par exemple, parmi les avantages dont l'Italie a bénéficié les années 70, c'est un régime fiscal très favorable aux petites et moyennes entreprises. Et l'Algérie maintenant, je pense avec la loi 22-18 sur l'investissement, donc il donne beaucoup d'avantages fiscaux, beaucoup d'avantages aux entreprises. Donc cela permettrait aux entreprises italiennes quand même de tirer bénéfice de ces avantages, c'est-à-dire en termes de compétitivité fiscale, mais aussi en termes de coût du travail, c'est-à-dire le coût de la main-d'œuvre en général. Oui. Donc nous sommes compétitifs là-dessus également. Et nous avons quand même aussi des entreprises qui ont fait des efforts très importants, surtout le secteur public, en matière de restructuration industrielle, c'est-à-dire dotés d'équipements industriels très importants. Et maintenant, avec ce genre de partenariat, parce qu'une partie, par exemple, italienne, non seulement il va nous apporter une certaine technologie, une maîtrise, parce qu'il faut savoir une chose, que
l'Italie est très en avance en Europe par rapport à l'industrie 4.0. Donc c'est une industrie très avancée également. Donc qu'est-ce qu'on a besoin justement dans ce cadre de ces partenariats? C'est que le plus important, c'est que les partenaires algériens, privés ou publics, vont être insérés dans les chaînes de valeur mondiales. Et c'est ça qui ouvre les portes à l'exportation. Lorsqu'on est intégré, pour nous une sorte de portail pour les autres pays au niveau Et l'intérêt pour les Italiens, justement, il n'y a pas que le marché algérien, il y a aussi le marché africain. Bien sûr. Et l'Algérie, quand même... est aussi un portail vers le sud. Meloni, la Première ministre, a bien indiqué que c'était ça sa stratégie, donc sur laquelle ils ont un plan, le plan Mattei, donc ils ont une démarche. Et je pense qu'elle rencontre, si vous voulez, également, si vous voulez, la vision algérienne d'émergence en tout cas de son domaine industriel, de ses industries, avec cette possibilité d'avoir donc une co-localisation industrielle, donc qui va fonctionner du coup parce que l'Italie est passée par là, donc elle a sa propre histoire industrielle qu'elle peut et ça va permettre une création massive d'emplois et également, si vous voulez, donc en partie si vous voulez, d'avoir les effets sur la crise migratoire dont elle fait un cheval de bataille également. Un cheval de bataille, absolument. Vous me disiez, il y a aujourd'hui cette marque aujourd'hui qui pourrait nous servir. Donc ce nom de l'Italie. On parlait tout à l'heure du textile, qui est aussi une des industries très développées en Italie et que nous voulons aujourd'hui relancer. Cela pourrait nous servir également. Et ça nous ouvrirait d'autres. Nous avons la matière première, peut-être. Nous avons aussi une qualité à proposer. Nous avons déjà une base industrielle en place, mais qui a été, disons... peu abandonnée, un peu délaissée. Voilà, délaissée à un certain moment. Donc, justement, la qualité du produit, que ce soit le textile, le cuir, est de grande qualité. D'ailleurs, les années 80, les années 70, on exportait vers des pays européens comme l'Italie et la France. Et maintenant, justement, un partenariat. Déjà, il y a un partenariat en termes de rénovation des chaînes de production, des équipements de production, mais il faut en rajouter maintenant un partenariat en termes de technicité, en termes de marketing, par exemple. Ce qui nous manque, actuellement. L'Italie est parmi les premiers au monde en termes d'exportation de la mode. Donc, c'est un marché de luxe. C'est connu, et on a besoin justement de ce label italien aussi, de cette touche italienne en termes d'amélioration. Justement, c'est un savoir-faire en termes d'amélioration de contenu de nos produits et de contenant aussi de notre produit. Donc c'est ça une démarche de partenariat. Et de gagnant-gagnant. Et de gagnant-gagnant, ça peut se retrouver ça dans d'autres secteurs, comme pour les motocycles, Vespa, dont on a parlé, donc à partir de Guelma, je crois que l'ancienne usine qui est à Guelma, donc qui va être donc mise à jour, développée et revenir. Donc d'autant qu'une demande réelle existe, solvable. Donc des jeunes pour les micro-entreprises, je pense que ça pourrait les très jeunes bien fonctionner. Peuvent pouvoir acquérir à des prix et également exporter vers les marchés africains. Donc il peut y avoir, si vous voulez, un véritable partenariat, tout à fait, gagnant-gagnant. Et on peut imaginer également d'autres secteurs. C'est pour ça que les visites, si vous voulez, des acteurs professionnels qui sont eux les premiers concernés, donc et qui doivent faire Aujourd'hui, nous avons tout intérêt à faire en sorte que notre climat des affaires soit favorable. Loi, donc, il y a des améliorations. La loi sur les investissements, donc d'ailleurs qui est conjuguée également à la révision de la loi sur les hydrocarbures, donc qui a facilité les choses, qui a fait que, par exemple, c'est l'ENI qui a signé le premier contrat avec la Sonatrach sous l'empire de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Ça a été le premier opérateur industriel le premier opérateur international qui s'est engagé. Donc, ce qui veut dire que, donc, du point de vue, donc, si vous voulez, de l'amélioration du climat des affaires, tous les clignotants sont au vert pour pouvoir donc avoir donc un push industriel en provenance si vous voulez, de cet accord de coopération entre l'Italie et l'Algérie. Vous me relancez un peu sur l'ENI. C'est aujourd'hui le plus important partenaire de Sonatrach dans les activités pétrolières en amont. Il serait bon aussi qu'elle s'engage dans les activités en aval, comme la pétrochimie. Ah, tout à fait, tout à fait. Moi, je crois que ça, c'est important. D'ailleurs, c'est les Italiens qui ont construit la plus grande
et j'étais à l'époque donc directeur de la zone naturelle de Skikda. Donc c'est Snam Procheti qui a construit la plus grande raffinerie, donc de 15 millions de tonnes, qui était orientée vers la pétrochimie. Donc, et ça, du point de vue de la pétrochimie, d'autant que dans le portefeuille, si vous voulez, de l'ENI maintenant, la pétrochimie figure. C'est-à-dire, il peut y avoir, si vous voulez, l'ensemble des ateliers pétrochimiques qui étaient déjà prévus dans les années 80-90 à être mis en place à Skikda, que ce dossier donc soit dépoussiéré pour pouvoir, donc, et avec les Italiens, donc, qui ont une grande expérience dans la diversification, parce que c'est disons, de la petite et moyenne industrie, dans le cas des ateliers, si vous voulez, en aval des grands produits pétrochimiques. Et là, je pense aussi qu'il y a un vaste secteur de coopération qui s'ouvre et qu'il faut, parce que déjà, donc on exporte le pétrole brut et le gaz pour importer des produits qui ont été, qui utilisent, si vous voulez, comme input ces produits-là. Je pense par exemple au linéaire alkyl benzène pour pouvoir, ou d'autres produits comme le polypropylène. Donc là, c'est pris en charge pour les grands produits, mais pour les produits donc qui viennent en aval de la pétrochimie, pour la plasturgie, absolument, c'est un secteur, je pense que Sonatrach y pense. Même s'il ne figure pas explicitement dans les accords qui viennent d'être signés, je pense que c'est une des pistes. Vous parlez aussi des machines, les équipements industriels dans lesquels évolue aussi l'Italie, qui pourraient, ce que nous importons également, qui pourraient nous servir comme axe à développer pour un partenariat avec l'Italie. Tout à fait. Laisser les secteurs un peu qui pourraient un peu s'adapter ou fonctionner ici chez nous. Justement, l'Italie est un pays quand même grand exportateur d'équipements industriels et de technologies. Et là, justement, nous avons besoin, pour être compétitifs à l'échelle internationale, nous avons besoin des équipements aussi de 4.0, des nouveaux aussi, enfin des modes de management aussi. Et même dans la technologie, les start-up innovantes, etc. Donc, tout ce cadre-là est bénéfique pour les deux parties. Mais donc, parce que lorsqu'on parle de la PME, donc c'est la petite industrie, petite échelle, donc il n'a pas, c'est-à-dire la capacité d'investissement en actifs industriels, en technologie, en laboratoire, en recherche et développement. C'est pour cette raison, justement, l'expérience italienne aussi elle est basée sur un dualisme dimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a su conjuguer des grands groupes et des petites entreprises de la sous-traitance. C'est-à-dire, donc là, on a des grands groupes, surtout dans les filières publiques. On a, je crois, 11 filières, de grandes filières, qui sont structurées. Et là, on peut justement cibler des filières qu'il faut développer avec de la nouvelle technologie qui vont avoir une taille critique pour cibler des grands marchés à l'international. Mais aussi préparer le terrain comme un réseau de sous-traitants, c'est-à-dire pour la petite entreprise, afin qu'il soit tiré par ces grands groupes. Donc, dans cette logique-là, donc y aller vers un modèle à la fois un système productif local territorialisé basé sur la petite entreprise et sur cette complémentarité bénéfique et collectivement construite, parce que c'est des effets d'externalité positive qui se produisent au fil du temps, donc comme l'organisation de certaines régions dans notre pays. Ensuite, faire des partenariats, comme l'automobile par exemple, avec des grands groupes, pour pouvoir d'abord tirer tout un réseau de sous-traitance de la pièce détachée. On a vu d'ailleurs la visite de la dernière fois d'une grande entreprise de fabrication de pièces détachées italiennes. Donc ça, il faut faire ce dualisme aussi. Nous avons aussi besoin de groupes de critiques importantes, c'est-à-dire pour faire face à la concurrence et pour avoir ce qu'on appelle l'intensité en capital, investir, avoir de l'argent pour investir dans les technologies modernes. Et en plus, ce serait des donneurs d'ordre. Et c'est ça aussi. En plus pour qu'ils soient tirés, parce que même les grands groupes en Italie ont besoin de cette petite entreprise, même familiale. Tout à fait. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises familiales, parce qu'avec ces petites entreprises familiales, ils minimisent les coûts de production. C'était un peu comme le textile chez nous, les petites entreprises familiales avant, qui florissaient dans nos régions. Alors, il nous reste quelques minutes pour terminer. Ce qu'on peut dire aussi sur cette relation algéro-italienne, c'est qu'elle est fiable et solide, parce que c'est un des rares pays qui est resté aussi proche de nous, même durant la décennie noire. C'est-à-dire que c'est un partenaire avec lequel on peut se projeter sur le long terme. C'est un voisinage
tranquille et productif. Monsieur Mekidesh. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, donc, ça remonte à la guerre de libération, donc, où les appuis de l'Italie, donc, ça servait aussi de base arrière. Rome servait de base arrière à notre diplomatie. Donc, et donc les aides qu'a apportées donc, Enrico Mattei sont connues et c'était extrêmement important pour nos négociateurs à Évian. Donc, je l'ai rappelé. Mais aussi, ça a continué pendant la décennie du terrorisme de 90. C'était l'un des rares pays qui restait ouvert donc à nos avions, qui restait donc ouvert et ça on ne l'oublie pas. Et puis dans les perspectives, on voit que pour cette raison, donc l'ENI s'est engagé de façon importante. Il faut quand même rappeler que l'ENI a racheté les actifs de BP, que ce soit donc à Ain Amenas ou à Ain Salah. Donc elle est engagée à Berkine, c'est-à-dire elle est au cœur de notre système énergétique et elle a investi. Donc je rappelais qu'elle avait signé donc le premier contrat avec Sonatrach sous l'empire de la nouvelle loi. Et les perspectives sont encore grandes dans les énergies renouvelables et dans l'électricité. Donc, avec la liaison, donc l'exportation d'électricité, donc qui est également donc un objectif qui est lié, et l'ENI donc est un pays qui à la fois est dans ce secteur. Sonatrach maintenant, apparemment, donc c'est elle qui a pris la suite de Sonelgaz dans cette liaison vers électrique vers la Sardaigne. Et ça, donc, ça va se faire simultanément avec donc les gazoducs, dont on parle, pas uniquement de gaz, mais aussi d'ammoniac. Donc à nous aujourd'hui de définir... Et d'hydrogène vert. Oui, alors pour finir, c'est à nous aujourd'hui de définir nos priorités dans lesquelles nous voulons voir notre industrie fleurir. C'est à nous de saisir nos chances. Je crois que c'est fait. Je crois que c'est fait. Donc les réflexions sont bien engagées donc avec nos partenaires parce qu'il y a une vision à long terme. Donc l'Algérie, je pense que cette vision maintenant, elle devient de plus en plus claire. Il va falloir peut-être aller dans le détail pour régler d'autres problèmes, notamment l'informel et d'autres aspects qui restent. Et le système bancaire, donc ça reste des problématiques à prendre en charge dans les réformes qui viendront probablement. Oui, M. Mohamed Hachim. Je pense qu'on a besoin d'une diversification. Oui. Donc, quand même, les entreprises... On dit tout le temps, c'est maintenant ou jamais. Aujourd'hui, il y a un contexte aussi international. Il y a un contexte international qui nous pousse à agir maintenant. Il y a l'énergie trop chère actuellement en Europe. Par exemple, on offre quand même un prix d'énergie très très compétitif parmi les premiers au monde en termes de prix compétitif d'énergie. Et on a la proximité, le temps économique entre les deux distances. Donc c'est vraiment un avantage aussi, la proximité. On est à la rive sud de la Méditerranée, donc un partenariat avec la rive nord de la Méditerranée est bénéfique aussi pour les deux rives, donc pour l'Algérie. Donc je pense que nous avons beaucoup de secteurs qui nécessitent quand même, comme le secteur pharmaceutique, on a besoin quand même d'investissements importants dans le secteur pharmaceutique parce qu'il s'agit de la sécurité sanitaire. Pour l'agroalimentaire, la transformation agroalimentaire également, nous avons besoin de ça. Le textile, nous avons besoin de relancer notre secteur textile et les industries mécaniques et électroniques. Donc, on a tout, c'est-à-dire à gagner si on capte des investissements à forte valeur ajoutée. C'est tout l'enjeu. On ne doit pas revenir aux années 70, les termes des échanges, c'est-à-dire on exporte de la matière première moins chère et on importe des produits finis trop chers. Donc maintenant, il faut y aller vers cette diversification, sauf la vision, parce qu'un État national qui va développer une économie territorialisée. C'est ça la vision. On a des exemples. On en parlait tout à l'heure avec le directeur général de l'API. On a des exemples qu'il faudrait consolider et même moderniser. Blida, par exemple, Bijaya, en termes agroalimentaires. Donc, c'est des modèles qu'il faut généraliser. Sidi Abdallah, pourquoi pas un district technologique qu'il faut développer avec des grands groupes. Voilà des visions qu'il faudrait... Moi, je voulais juste, le dernier mot pour clore. juste terminer sur un point
factuel mais très important, c'est la déclaration de Borrell qui est le vice-président de la Commission européenne, qui dit que on ne va plus investir dans le gaz parce que en 2030 on n'en aura pas besoin. Je crois que les Italiens ont compris que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc le gaz sera là présent si on en croit. Ce qu'on dit aussi pour les hydrocarbures. L'Agence internationale de l'énergie jusqu'à 2050 et que ça sera y compris. Et le gaz est une énergie de transition. Et je pense que les Italiens l'ont bien compris. Et les Algériens aussi. Je pense que M. Borrell devrait peut-être atténuer un peu son jugement. Merci messieurs d'avoir participé à notre émission. Merci de nous avoir éclairé sur ces relations algéro-italiennes historiques et qui se consolident. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. On arrive à notre troisième thématique qui est l'éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale vous disait annoncer l'organisation à compter de cette année d'un examen de mise à niveau pour les classes de fin de cycle primaire, lequel ne sera pas comptabilisé dans les moyennes de passage au cycle moyen. Il n'empêche que les parents s'inquiètent de cette annonce. Je vous propose d'écouter leur inquiétude et on revient juste après pour le débat. ما عجبنيش بزاف لا الشارج على الدراري ديجا في لي تريمس بالسيف باش يحفظوا بالسيف باش يحضروا روحهم كامل انا بور موا مرفوض نورمالمون هكا يهلكوا دراري بنتي تقرا السنه الخامسه كيف ابتدائي ماذا يعاونوهم كيف تخرج انت الاولياء التلاميذ احنا معاها وخلاص هذا ما كاينش واش تيخرج على التلاميذ الامور اللي تخليني نكون ضد هذا القرار انه ارى بانه سوف يكون متعب للتلاميذ يشكل عليهم ضغط هما والاولياء تاعهم كذلك هناك عامل اخر راح يدخل في الامر اللي هو الغياب تاع التلميذ الغياب المحتمل للتلاميذ والغياب المحتمل كذلك الاساتذه يعني هالغياب راح يأثر على التلميذ كذلك بالنسبه للاستاذ في نفس الوقت الاستاذ راح يتعب خاصه مع يدرس في فئه التعليم الابتدائي. هذا القرار على كل حال نورمالمون ما يديروش التلاميذ الصغار هذوك وبالنسبه للصبيان الصغار الخامسه الابتدائيه ما لازمش يعذبوهم باسكو علاه ولد صغير تلفي هذو ما يعرفش وكون كبير نقولوا يفالي بليزي بور بروندر لي ديسيجن. هذا الشيء اللي سمعناه على التلاميذ تاعنا من الابتدائي للمتوسط صعيب وما يقدرولوش والتعليم تاعنا راه ناقص شويه. قرار غير صعيب. مامو ييسروا باش التلميذ ميم طون يخدم الاز وميم طون الاستاذ يكون الاز ما يقعدش الصباح ما يلتهب بدارو وما يلتهب بالتلميذ. ايماجيني انت في القسم في 30 ولا 40 باش يزيد له الخدمه تاع الفصول 3 وزيد له تاع هدايا تاع التقويمي. سي با نورمال. تسمى يجوبوها كما كانت كما زمان يا ينحيوها. Voilà, on revient. Nous sommes à l'antenne pour notre troisième et dernier plateau. Nous accueillons Madame Moualek Fatiha. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes inspectrice centrale au ministère de l'Éducation nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous accueillons également Madame Jamila Ria. Bonsoir. Bonsoir. Présidente de la Fédération nationale des parents d'élèves. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Et Monsieur Khoulalen Abdelwaheb. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé d'études et de synthèse au ministère de l'Éducation nationale. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme vous l'avez entendu, des parents un peu effrayés contre ce qu'on appelle cet examen. Vous me corrigez à l'instant, vous m'avez dit c'est une évaluation et pas un examen. Oui. L'annonce donc a été faite tout récemment par le ministre de l'Éducation nationale. Donnez-nous plus d'explications sur comment va se passer cette évaluation, Madame Moualek. Donc avant de passer à l'organisation de cette évaluation des acquis, déjà. Donc pourquoi déjà avoir supprimé l'examen de 5e. Donc suite à une analyse, à une étude comparative des résultats des élèves dans l'examen de 5e et la moyenne annuelle obtenue durant l'année de la 5e, il y avait une grande similitude, c'est-à-dire pratiquement identique. Et cet examen génère beaucoup de stress aux élèves et aux parents. De frais. Etc. Donc, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a décidé de supprimer justement cet examen suite à... C'est une nécessité pédagogique. Et l'élève, il est examiné dans 3 matières uniquement, c'est-à-dire en langue arabe, en mathématiques et en français, alors qu'il étudie l'histoire géo, l'éducation civique, l'éducation islamique, la langue tamazight et l'éducation scientifique et
technologique. C'est-à-dire qu'on va rallonger quand même le nombre de matières sur lesquelles l'enfant sera évalué, alors qu'on demande aujourd'hui même pour le baccalauréat de revoir à la baisse ces matières-là. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une contradiction? C'est une évaluation qualitative. Il faut savoir que l'élève va aller en première AM et il aura un professeur dans chacune de ces disciplines. Donc, qu'en est-il des acquis des élèves dans ces disciplines? Donc, l'examen... Mais pourquoi est-ce que les examens qui sont habituellement donc organisés pour chaque trimestre ne servent pas d'évaluation pour connaître leurs acquis et prérequis? En pédagogie, on dit que les examens sont notés et les évaluations sont appréciées. Donc là, l'évaluation des acquis des élèves du cycle primaire, donc là, a pour objectif de faire un diagnostic des niveaux d'acquisition des compétences de l'élève dans les différentes disciplines et pour chaque programme. Donc là, il y aura un carnet de santé pédagogique de l'élève où seront inscrits tous ces niveaux-là que je viens de citer, c'est-à-dire les niveaux d'acquisition des compétences dans toutes ces matières-là. Donc, l'élève, une fois en première AM, son enseignant aura le profil de cet élève. Il sera informé des lacunes de chaque élève. Il pourra catégoriser ces élèves-là pour pouvoir planifier la remédiation, la remise à niveau. Parce que ces lacunes-là ont un impact négatif sur c'est-à-dire les enseignements, enfin les apprentissages futurs de l'élève. Donc si l'élève n'est pas remis au niveau qu'il faut, il pourra décrocher et il pourra aussi redoubler. Comme on sait que c'est en première AM, le taux de redoublement est le plus important. On va encore approfondir la question sur la teneur de cette évaluation. D'abord, je voudrais connaître l'avis de la Fédération nationale des parents d'élèves. Comment est-ce que cela a été pris? Est-ce que vous encouragez ce système d'évaluation ou est-ce qu'au contraire, je sais que l'Association nationale des parents d'élèves, par contre, elle n'adhère pas du tout à cette théorie, même les parents. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, est-ce que vous défendez cette initiative? Merci beaucoup. D'abord, merci pour l'intérêt. Peut-être qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Ça a toujours été la demande de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves pour supprimer l'examen parce qu'on avait considéré que c'était un temps perdu, de l'argent perdu, etc., etc. Et comme elle a si bien dit, madame, 99,99% passaient donc l'examen à la main. L'évaluation, au contraire, pour nous, telle qu'elle nous a été présentée par Monsieur le ministre, d'abord l'année dernière, et puis il y a moins d'une semaine, le 18 janvier, nous étions en réunion avec Monsieur le ministre. C'est-à-dire, il nous a été présenté comme étant une évaluation des acquis de l'enfant, de l'élève, durant le processus scolaire. C'est pour détecter les insuffisances des acquis de l'élève, pour pouvoir remédier à la première année du collège, pour pouvoir lui permettre d'être au même niveau que ses camarades. Pourquoi est-ce que les examens ne peuvent pas justement servir de base pour connaître les lacunes de ces enfants? Est-ce que cette évaluation, si vous permettez, va englober les connaissances acquises durant les 5 années de primaire, ou est-ce que cela va se baser uniquement sur le programme de la 5e année? Parce que c'est quand même un stress supplémentaire, qu'on se le dise, que ce soit noté ou pas, c'est un stress supplémentaire pour l'enfant. Non, à vrai dire, il faut le simplifier pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre. Pour moi, en tous les cas, ce qui m'avait été dit par Monsieur le ministre, l'évaluation est une évaluation faite uniquement pour accompagner l'élève s'il a des lacunes à la première année du collège. Ça veut dire, c'est comme si vous avez une radiographie ou une cartographie de l'enfant qui va permettre à l'enseignant, parce que dans le cycle primaire, il avait 3 professeurs, au cycle collège, il aura une dizaine, 9
enseignant, donc ça veut dire que l'enfant, quand il arrive, c'est quelqu'un qui est incognito, c'est-à-dire il arrive, ils ne le connaissent pas. Mais son bulletin de notes devrait parler pour ses connaissances mais les notes, et ses acquis. Madame, les notes, il passe un examen, il passe des comment on appelle ça, des compositions. Le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre, ça c'est pour lui permettre d'avoir sa moyenne de passage. Et ensuite, l'évaluation, c'est pour permettre aux enseignants de l'accompagner s'il a des difficultés scolaires. Et le parent, lui, il a un carnet. Moi, je ne savais pas qu'il s'appelait le carnet de santé, parce que pour moi, c'est un carnet scolaire. C'est un carnet, donc, pédagogique, dans lequel il est décortiqué. C'est-à-dire, toutes les matières sont décortiquées. Vous avez une moyenne générale. Vous pouvez avoir votre enfant, il a un 18 sur 20, alors que, par exemple, en maths, il n'a que 2, ou en sciences, il a 3, ou peut-être en français, il a un... On revient au bulletin scolaire. On revient, oui, mais le bulletin... offre cette visibilité. Pardon, le bulletin scolaire, c'est-à-dire, il ne rentre pas dans le détail. C'est-à-dire qu'on va cibler les lacunes. On va cibler les lacunes. Cette évaluation qui nous a été bien expliquée par Monsieur le ministre en personne est une évaluation qui va permettre à l'enseignant d'accompagner l'élève à la première année du collège et de faire donc cette remédiation pour pouvoir le mettre à niveau et pour le préparer au passage, parce qu'on s'est rendu compte que la première année du collège, il y avait beaucoup de doublons. Il y avait beaucoup d'élèves. On a un chiffre, combien de doublons, le ministère, il peut nous le dire. Le ministère. Combien de doublons première année AM pour pouvoir faire une évaluation pour plus tard? Nous n'avons pas de chiffre particulier, mais on sait, d'après donc la direction de l'enseignement primaire, que les élèves de la première année moyenne sont ceux qui sont concernés le plus par le redoublement, tout simplement parce qu'ils viennent avec des lacunes et que l'examen de passage de 5e qu'il y avait précédemment était un examen chiffré où l'élève avait une moyenne, des notes. Ces notes-là ne sont pas parlantes. Elles ne permettent pas à l'enseignant qui le reçoit de savoir quels sont les acquis que maîtrise l'enfant sur les compétences qu'il devait avoir au primaire et qu'est-ce qu'il ne maîtrise pas. Donc, cette évaluation qui est faite, ce n'est pas une évaluation avec une note, c'est une évaluation d'appréciation des compétences. C'est-à-dire que ça va être noté dans le carnet de santé pédagogique de l'enfant. Qu'est-ce qu'on va noter? Non, noter, en parlant de noter, je ne parle pas de la note. Je parle inscrit, voilà, on va être clair. Donc qu'est-ce qu'on va inscrire? On va inscrire tel enfant, par exemple, a des lacunes en quoi? Lit correctement, comprend correctement l'arabe, le français, tamazirt, l'histoire géo par rapport à ce qu'il a fait. Dans l'éducation islamique, est-ce qu'il lit couramment? Est-ce qu'il comprend ce qu'il lit? Toutes les matières, il a des références. Chaque matière a une fiche sur un certain nombre de critères. Voilà, il y a des critères. Qui sont... et dans l'évaluation, on permet de cocher certaines et de porter certaines appréciations. Ce qui permettra à l'enseignant du moyen, quand il reçoit les élèves durant la première quinzaine, d'avoir une fiche qui lui permet de manière différenciée pour chaque élève quels sont ses besoins. Alors, il procède à la remédiation pour mettre tous les élèves à niveau pour pouvoir démarrer après une période de remédiation. Et c'est là pour donner le maximum de chance à tous les élèves de suivre le reste de l'enseignement. Tout à fait. C'est ce qui nous a été dit. Donc ça veut dire que lorsque l'élève arrive à la première année, le prof de maths, quand il rentre, il a un carnet devant ses yeux, il sait que tel élève, il a des difficultés. Alors Madame Khiyar, connaissant les conditions de nos classes, les conditions aussi de surcharge de nos classes, est-ce que vous pensez sérieusement qu'un enseignant peut travailler avec chaque enfant pour cibler ses lacunes? Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y a les conditions? Écoutez, je vais vous faire une confidence. C'est la question que j'ai posée personnellement à Monsieur le ministre, dans le même sillage. Je lui ai dit, est-ce que réellement on peut faire une remédiation personnalisée? Absolument. Impossible. Oui. Et la réponse qu'il m'avait donnée, et je pars sous le contrôle des représentants du ministère, il m'a dit, madame, dans une classe, il faut donc l'enseignant, il va regrouper les élèves par
par, si vous voulez, difficultés, par lacunes. Par exemple, si dans la classe, il y a 3 ou 4 petits qui ont des problèmes dans les maths, donc ils sont ensemble, donc il va remédier avec l'autre. Il forme des petits groupes, il va travailler. Peut-être après, là, c'est l'enseignant, hein, c'est à l'enseignant de s'organiser. Peut-être qu'il va les prendre en heures supplémentaires, peut-être qu'il va le faire pendant ces heures de... Maintenant, le professeur... On va parler de ce qui est réalisable réellement. Madame Moualek, vous avez des précisions à apporter. Pardon. Oui. Moi, la question, je l'ai posée. Oui. Moi, ce que je sais, c'est que l'engagement, il a été pris par Monsieur le ministre. Il avait donné des instructions pour que l'enseignant accompagne l'élève en classe. Il faut qu'il soit au même niveau, de manière à lui permettre d'accéder aux mêmes connaissances que ses camarades. Et le jour G, dans les examens, le baccalauréat ou le BE1 ou le baccalauréat, l'enfant doit avoir toutes ses chances. Oui. Parce qu'on avait considéré que dans les classes, les enseignants, comme vous l'avez si bien dit, ils sont nombreux, il y a une surcharge, donc il ne peut pas suivre l'ensemble. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, l'enseignement est basé, j'ouvre une petite parenthèse sur cette approche par compétence où on doit initier justement l'initiative chez l'enfant et on arrive quand même difficilement à l'appliquer parce qu'il y a une surcharge d'élèves. Donc aujourd'hui, arriver à personnaliser... personnaliser, mais par groupe, hein, pas par personne. Je vais donner la parole à Madame Moualek. Oui. Je voudrais juste donner des précisions sur le carnet de santé pédagogique. Donc, les niveaux d'acquis sont appréciés par partiellement acquis, bien acquis, moyennement acquis. Donc, l'enseignant, quand il se trouve en première AM, il se trouve devant sa classe. Donc, comme vous savez, il y a des domaines, chaque discipline. Je vous donne par exemple l'exemple des mathématiques. Nous avons 4 domaines. Donc, nous avons les nombres et calculs, mesure et grandeur, espace et géométrie, organisation de données. C'est ce qu'on va retrouver dans la fiche. Non, ça, c'est les domaines du programme. Non, mais je pense que pour l'évaluation... Bon, maintenant, oui, dans le carnet, c'est ce que je voulais dire. L'enseignant, comment il va procéder à cette remédiation? Donc, il va catégoriser ses élèves. Donc, les élèves qui ont des difficultés dans les grandeurs et mesures. Donc, il va faire un petit groupe. Dans les nombres et calculs, ainsi de suite. Non, mais l'approche est très bonne, Madame Moualek. Je continue. L'approche est très bonne. Je vous dis, est-ce qu'on a les moyens juste de le faire? Oui, mais bien sûr, c'est faire des groupes. Mais il y a aussi des remédiations immédiates, c'est-à-dire des remédiations en cours d'apprentissage. Quand il s'agit juste de quelques petites lacunes qu'on peut remédier tout de suite, mais les lacunes qu'il faut, c'est-à-dire traiter en groupe par domaine, donc là, l'enseignant s'organise. Justement, grâce à ce carnet de santé pédagogique de l'élève, l'enseignant pourra planifier, pourra catégoriser ses élèves, pourra justement faire un calendrier. Donc là, c'est tout à fait possible. On a fait de l'enseignement, on sait très bien que c'est possible. Avec notre programme chargé, trouver le temps de personnaliser. C'est ce que nous espérons. L'approche, en tout cas, est intéressante. Vous n'avez pas répondu tout à l'heure à ma question. Est-ce que l'évaluation sur les acquis des enfants se fera uniquement sur le programme de la 5e année ou sur tout son parcours de primaire? Vous savez, dans le cycle primaire, donc, les programmes sont par domaine, d'accord? Donc, par exemple, nombre et calcul, ça commence de la première année jusqu'à la 5e AP. Donc là, c'est une continuité. Oui, mais englober 5 ans d'apprentissage dans une seule évaluation. Mais non, il apprend l'addition, il apprend la multiplication, il apprend... Donc vous avez dit 4 domaines, hein, ça reste long. Oui, c'est-à-dire, je vous explique un peu comment ça se passe. À partir au niveau de la 5e AP, donc là, vous avez le global, c'est ça. Donc, c'est comme un élève, il apprend à lire. Mais en 5e AP, je vais l'évaluer sur sa lecture ou bien sur la compréhension de l'écrit, ou la production d'écrit. Donc là, c'est le cycle. En 5e AP, c'est-à-dire qu'on a balayé tout le cycle. Voilà, le cycle primaire. Alors justement, sur quoi il sera évalué? Quelles sont toutes les matières sur lesquelles il sera évalué? Alors si je ne me trompe pas, les examens ou l'évaluation se déroulera à partir du 30 avril au 25 mai. Donc c'est un rallonge quand même sur 25 jours à peu près. 27 jours, comment ça va se passer? Expliquez-nous. Donc, l'évaluation se fera sur toutes les matières, en réalité, sur 8 ou 7 matières. Pour ceux qui auront un Mazert, ils vont avoir une évaluation sur 8 matières. Les autres auront sur 7 matières. Donc, la première, c'est la langue arabe. Sur la première évaluation sur la compréhension de l'écrit. Est-ce que l'élève
comprend ce qu'il lit. Oui. La deuxième, c'est la production écrite en langue arabe. Donc la première, ce sera une étude de texte. Ça prendra la forme d'une étude de texte, à peu près, c'est ça. Dans cette approche, la deuxième, c'est la même approche pour toutes les langues, pour Tamazight, pour le français aussi. Et à côté, il y a les mathématiques, donc sur les domaines dont a parlé Madame Moualek, et Tarbiya al-Islamiyya. Donc c'est l'éducation religieuse et l'histoire-géographie. C'est par rapport aux acquis qu'il doit avoir durant le programme depuis la scolarité dans le cycle primaire globalement, et l'éducation donc scientifique et technologique. Il y a le domaine qui se rapporte à la biologie, il y a le domaine qui se rapporte à la technologie pour l'enfant à travers des questions par rapport aux connaissances et aux acquis que devra avoir l'élève pour pouvoir justement faire un diagnostic pour chaque élève pour que l'enseignant qui le reçoit sache quelles sont les faiblesses en quelque sorte pour généraliser et quels sont les points forts de cet élève. Comment ça va se passer? Les élèves resteront dans leur classe, avec leurs maîtresses, dans leurs écoles? C'est une évaluation qui sera faite pour stresser le moins possible l'élève, parce qu'elle se fait dans l'établissement où l'élève est scolarisé par son enseignant. Donc, c'est alterné. Un examen, une évaluation chaque matinée, donc le dimanche, puis le mardi, puis le jeudi, et pour faire en sorte que ça soit aéré, les cours continuent normalement pour Est-ce que c'est un examen ou une évaluation qui sera nationale, ou est-ce que ce sera aux chefs d'établissement ou aux enseignants d'élaborer l'évaluation? C'est une évaluation qui est faite par circonscription pédagogique. Donc, soit une circonscription ou un ensemble de circonscriptions pédagogiques qui sont limitrophes. Il peut y avoir les mêmes sujets en quelque sorte d'évaluation qui soient élaborés. Il y a un tirage du sujet qui doit être fait, une destination par rapport au nombre d'élèves. Le chef d'établissement, c'est lui qui préside qui doit inscrire dans aussi, son établissement, il inscrit les élèves. Tous les élèves sont concernés. Tous les élèves de la 5e année sont concernés. Pour la surveillance, il y aura d'autres enseignants. Ça sera avec l'enseignante de la classe. C'est une évaluation qui est faite. Alors, oui, il nous reste quelques minutes justement. J'aimerais juste apporter un petit truc. C'est vrai qu'en entendant comme ça le représentant du ministère de l'Éducation nationale parler de la sorte, on a l'impression qu'on va passer le bac. Ah, il vous a effrayé, donc qu'est-ce qu'on va dire aux parents? Non, on a l'impression qu'il va passer le bac, et c'est pour ça que les parents ont peur, et c'est pour ça que les parents ont stressé, alors qu'il faut simplifier l'opération. En fait, moi, d'après ma connaissance et d'après ce qui m'a été dit lors de la réunion, ça s'est fait maintenant, ce qui va être fait. Excusez-moi, non, parce qu'il faudrait qu'on s'entende aussi sur la démarche. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que l'association nationale n'est pas d'accord. Oui. L'association nationale est d'accord. L'Union nationale est d'accord. J'ai parlé à des membres qui étaient contre. Non, je parle de l'association. Je parlais à des membres. Alors, je précise des membres de l'association. On était ensemble, les trois organisations. Le ministre lui-même, il nous a expliqué la démarche. Ça fait plus de 6 mois qu'on parle dessus. Donc nous avons adhéré. Mais pas de la sorte. Pas la manière dont il explique techniquement. Parce que là, techniquement, on a l'impression qu'il y a tout un truc, alors que c'est tout simple. Il y a une évaluation qui se prépare. Cette évaluation, elle est préparée dans un temps, c'est-à-dire au lieu de dire une semaine, ils lui ont donné tout le temps nécessaire, donc 27 jours ou 28 jours. Durant cette période, la circonscription s'organise. Donc l'enseignante en classe, elle s'organise. Avec ses élèves, elle s'organise. Elle pose ses questions ou écrites ou orales, elle s'organise. C'est-à-dire que tout ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on sort avec une évaluation de l'élève sur un carnet scolaire dans lequel il est inscrit les insuffisances que l'enfant. C'est ce qu'il vient d'expliquer à M. Kolalel, très simplement. Techniquement, non. Parce que c'est tellement dit d'une façon très solennelle qu'on a l'impression que c'est... on comprend que ça se passe dans la classe au niveau de l'établissement. Cette évaluation, comme a dit mon collègue, se passera du 30 avril au 25 dans un climat très serein. Une évaluation comme d'habitude avec son enseignant dans son école. Bon, il fait une évaluation, après il a un cours, parce que les élèves ils font des évaluations. Alors donc déjà le fait que ça ne compte pas pour le passage, donc déjà
il n'y a pas de stress. Alors, je rappellerai quand même que... Je voudrais quand même signaler aussi que cette évaluation est couronnée par un diplôme. Ce diplôme, qui est obligatoire. On rappelle que la présence est obligatoire. Tout élève qui n'ayant pas passé cette évaluation ne passera pas en première AM, quelle que soit sa moyenne. Mais je voulais juste dire qu'elle est couronnée par un diplôme, comme le stipule l'article 49 de la loi, de la loi, l'attestation, voilà, le diplôme, l'attestation de la loi d'orientation 0408, donc où seront répertoriés tous ces niveaux d'acquisition de la compétence de l'élève. Donc, il n'y a pas lieu du tout de stresser, ni de... Et ça sera un climat serein, avec les enseignants. L'élève passera dans son école, avec ses enseignants. Il y aura un climat très serein. Il n'y a pas du tout lieu de stresser, ni les parents, ni les enfants. Ils vont comme d'habitude, comme s'ils faisaient une évaluation ordinaire. Je voulais juste dire, comme rebondir sur quelque chose, que la note ne reflète pas le niveau, ne reflète pas le niveau d'acquisition. Pourquoi? Je peux vous donner un exemple très simple pour expliquer aux parents. Quand un élève il a 6 en maths, les parents sont contents parce qu'il a plus de 6, il a plus de 5. Je peux même aller jusqu'à 7. C'est relatif. Fils, il a eu 7 en maths, c'est très bien. Mais si vous distribuez ces 7 points sur les différents domaines. Il a 1 dans le premier, 1,5 dans le 2, mais ce n'est pas suffisant. Donc là, ça nous donne une idée sur le niveau d'acquisition des compétences dans ces domaines-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que la note... Un élève qui a... niveau d'acquisition, on est d'accord. Oui, voilà. Même un élève qui a 7 ou 8, parce que possible qu'il a été examiné sur deux domaines. Donc là... Mais je pense que ce système d'acquis ou de pas acquis est déjà utilisé chez les enseignants. Pardon, c'est moyennement acquis, partiellement acquis. Bien acquis. Oui, mais moi je vois dans les cahiers où les élèves, les enseignants mettent des notations acquis, pas acquis, des appréciations. On le fait déjà au niveau de l'enseignement primaire. Même la remédiation, voilà, on le fait déjà. Mais là, il n'y a pas une mise à niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une prise en charge. Ce qui changera, ce sera en première année. Mais là, c'est des études qui ont été faites, des analyses au niveau du ministère de l'Éducation nationale, l'analyse des résultats, l'impact des lacunes des élèves dans le cursus scolaire, le décrochage, parce qu'un élève, quand il n'arrive plus à suivre dans une matière, il décroche, il néglige cette matière. Et puis, ça se répercute sur les années suivantes. Il faudrait aussi sa première année en amont. S'il rate ses mathématiques, ou bien sa physique, ou bien la langue arabe, ou la compréhension de l'écrit, il va accumuler toutes ces lacunes et il y aura un impact négatif sur la suite de ces apprentissages. Alors, vous parliez tout à l'heure que cette évaluation ne va pas stresser les enfants. Est-ce que cela ne va pas réellement les stresser, puisque cela doit se terminer le 25 mai et les examens du 3e trimestre sont prévus le 28 mai? Les compositions, vous voulez dire? Les compositions. Il y a quand même une pression qui va durer tout un mois sur l'enfant. En fait, il n'y a pas de stress. Parce que l'évaluation, elle se fait dans un cadre tellement... J'entends par là que le cadre n'est pas stressant pour l'enfant, mais derrière le parent sera stressé, voudra faire réviser aux enfants et travailler l'enfant. L'enfant, il est préparé. Parce que l'enfant, il faut l'habituer quand même dans la classe avec son enseignant. Pédagogiquement, il est préparé. Donc, c'est-à-dire, et ça va lui permettre également de suivre tout ce qui se dit, tout ce qui se fait en classe avec son enseignant. C'est-à-dire que l'enfant, c'est pas un examen arrêté, c'est une évaluation des acquis, des connaissances. Par contre, la composition, c'est une composition du trimestre. Donc à partir du moment où ça ne rentre pas et ça tient pas, ça rentre pas en ligne de compte par rapport au passage, c'est-à-dire que le parent doit saluer. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une cartographie des connaissances de son enfant, il va lui permettre d'approfondir, d'accompagner son enfant et de le mettre à niveau, soit
par son enseignant, soit à la maison par ses parents. Donc ça veut dire que les parents ici, au contraire, ça va leur permettre de connaître réellement. Ils sont un peu pris de court en milieu d'année, de savoir que dans 3 mois, il y a peut-être une évaluation. Grâce à ce carnet de santé pédagogique, les parents ne seront pas surpris de voir que leurs enfants, par exemple, n'ont pas pu suivre dans telle ou telle matière, d'accord. Donc là, et puis ça leur permettra justement de faire un suivi et par les parents et par les enseignants. Donc parfois les parents sont surpris, disent mon fils était bon en maths, mais là en français, l'évaluation sera connue le jour même. Pour répondre justement à votre votre question, ce sera le dernier tour de table. Les compositions, ce sera le 28. Ça leur fait une préparation. Une révision. Ça sera mais c'est quand même une pression qui va durer sur pas du tout, parce que sur un mois. Vous savez, il y a toujours c'est-à-dire toutes les nouveautés, il y a toujours une résistance. Mais une fois que c'est fait, il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension. Déjà le mot, quand on emploie le mot examen, ça fait peur. On parle d'évaluation, on ne parle pas d'examen. Je vous laisse le dernier mot, M. Roulalen, il nous reste quelques minutes. Je rassure les parents d'élèves en disant que l'évaluation est faite dans l'intérêt absolu de tous les élèves. Tous les élèves, pour qu'on puisse remédier aux lacunes et pour consolider les acquis et pour que l'enseignant qui le reçoit au niveau du moyen puisse avoir un outil et une fiche sur laquelle il va se baser pour démarrer son travail correctement dans l'intérêt de chaque élève scolarisé. Cette évaluation, pas pour la 9e année primaire moyenne pour le passage au lycée. C'est pas encore à l'ordre du jour. Madame Walek, je vous laisserai rassurer les parents sur la teneur de cette évaluation. Il faut laisser rassurer les parents. En quelques mois, il nous reste une minute pour terminer. Il va demander aux enseignants de s'impliquer davantage. Non, nous comptons sur nos enseignants, nos chefs d'établissement, nos inspecteurs et toute la famille éducative pour créer ce climat serein pour que nos enfants ne stressent pas. Les enseignants vont expliquer aux parents, aux enfants, comme quoi que c'est une évaluation comme les autres évaluations, sauf que là, il y aura une appréciation. Est-ce que c'est moyennement acquis? D'ailleurs, on trouve ça sur les cahiers des élèves. Oui, c'est ce qu'on retrouve. Voilà. Je vous ai dit, c'est une méthode déjà utilisée par les enseignants. C'est une méthode qui est utilisée dans les systèmes éducatifs des pays très avancés. Donc, c'est une évaluation qualitative. Et puis, je voudrais dire aussi que les enfants ne disent jamais à leurs enseignants qu'ils n'ont pas compris. Mais avec ce carnet de santé pédagogique, l'enseignant saura que cet élève-là a des lacunes dans tel ou tel domaine du programme. Voilà. En quelques secondes, Madame Kriab. Moi, j'aimerais quand même rassurer les parents. Parce que franchement, c'est très simple. D'ailleurs, moi, la question que j'avais posée à M. le ministre, je lui ai dit, est-ce que c'est un examen? Comment ça va se faire? Il m'a dit, l'enseignant, il a la latitude d'agir en classe. C'est lui qui décide. À partir du moment où c'est arrêté, le cadre est arrêté, donc lui, il décide de faire une évaluation, de discuter, d'écrire ou de poser des questions. Donc, tout simplement. Bien au contraire, les parents doivent saluer cette opération. Pourquoi? Parce que lorsqu'il arrive à la première année du collège, il va être mis à niveau par rapport à ses camarades. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive au BEM, au bac, il n'aura plus de lacunes. Et vous saurez que le taux de réussite va totalement changer. Il faudrait se baser en tout cas sur des chiffres pour pouvoir faire la comparaison. C'est très bénéfique aux parents, mais il faut que les parents le comprennent, mais il faut qu'on l'explique d'une façon très simple. En tous les cas, en ce qui me concerne, je dis c'est une excellente chose pour nos enfants. Merci beaucoup messieurs, dames d'avoir participé à ce débat, de nous avoir éclairé sur cette évaluation de la 5e année primaire qui effraie les parents parce que c'est nouveau. On le comprend, on espère en tout cas que cela se passera et se déroulera dans de bonnes conditions. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à mercredi prochain, Inch'Allah.